Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Valorisation du patrimoine archéologique et historique de Djibouti. Dans cette optique, des parlementaires se sont rendus sur le site archéologique. Et les alternatives du plan May rejeté, le Royaume-Uni est dans l'impasse concernant le Brexit. Bonsoir à tous. Sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud a été procédé donc ce matin au lancement de la cérémonie de la deuxième édition de la compétition intitulée Olympiade des métiers. L'événement donc s'est déroulé à la salle de la Corniche en présence des membres du gouvernement et de nombreuses personnalités publiques comme le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, la secrétaire d'État aux affaires sociales ainsi que plusieurs chefs d'entreprise et différents responsables du MENFOP qui ont pris part à cette cérémonie. Le Premier ministre donc a été accueilli à son arrivée chaleureusement par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud et la cérémonie a démarré par un défilé. Plusieurs centaines d'élèves issus d'une douzaine d'établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle de la capitale et des régions de l'intérieur. A noter donc que cette deuxième édition de la compétition de l'Olympiade des métiers regroupe cette année 10 établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour présenter 10 métiers et reflétant donc les différentes filières de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahamoud, a félicité dans son intervention tous les cadres de la direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour la réussite de cette journée qui s'inscrit dans le cadre de la semaine nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On l'écoute. C'est vraiment avec un grand plaisir que je participe à la deuxième édition des Olympiades des métiers. Je voulais donc profiter de cette occasion pour féliciter les cadres de la direction générale de l'enseignement technique qui, bien sûr, dans le cadre de cette semaine nationale, c'est une première, c'est la première fois que nous organisons et nous dédions une semaine complète, bien sûr, à la formation professionnelle et tout cela, c'est dans cet objectif de faire vraiment la promotion de la formation professionnelle parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez très bien, par rapport à notre économie, qui est une économie bien sûr en développement, nous avons plus qu'encore besoin de cadres, nous avons bien sûr besoin de techniciens et des savoir-faire. Donc une raison de plus, et c'est même la vision du président de la République qui a vraiment mis toutes ses forces pour vraiment faire des Djiboutiens, de ces jeunes Djiboutiens, des Djiboutiens bien sûr, des travailleurs compétents, qualifiés et compétitifs pour que notre économie soit une économie bien sûr compétitive par rapport aux économies de la région, mais également au niveau international. Vous êtes au courant ces derniers temps que beaucoup de choses se passent dans les lycées techniques, aussi bien au niveau de l'amélioration de la qualité, à travers bien sûr les réhabilitations des ateliers, les équipements, mais également la formation des enseignants. Nous avons pu mettre sur le terrain des inspecteurs, mais également bien sûr des conseillers pédagogiques. Nous améliorons les choses pour que nous puissions bien sûr dispenser une formation de qualité et pour que bien sûr le taux d'insertion de nos établissements soit encore bien sûr plus élevé par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Et pour sa part, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est dit extrêmement satisfait des démonstrations des élèves apprenants qui ont fait preuve de haute technicité, de compétences et qualifications de haut niveau. Il a également rappelé l'objectif et l'importance sur l'accès à la réussite des métiers de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans le marché du travail. La deuxième année, effectivement, que s'ouvrent aujourd'hui aussi les Olympiades des métiers. D'abord, je voudrais parler un peu de la formation professionnelle, des métiers qui sont enseignés dans les différents établissements scolaires. Il y a apparemment tous les métiers professionnels, enfin, au moins la plupart sont enseignés ici. Il faudrait donc, dans la formation, affiner la formation pour être vraiment capable de réaliser les travaux qui sont demandés. Je vous donne un exemple.
il y aura un gazoduc qui va transporter du gaz à partir de l'Éthiopie jusqu'à Djibouti, dans une conduite en acier de 1 mètre de diamètre, acier inoxydable, qui va donc traverser notre pays, qui viendra du sud de Galilée jusqu'à Damirjo. Eh bien, si jamais demain il y a des problèmes sur cet acier, il faudrait être capable de faire cette soudure. Il faut affiner la formation. Il faut que cette formation soit pointue. Il faut que cette formation, les gens qui seront formés, qui sortent de l'école, doivent savoir faire le travail d'une manière impeccable. C'est en quelques mots ce que je voulais vous dire. Maintenant, je lance donc cette compétition au niveau de tous les établissements scolaires, parce que c'est une très bonne chose de mettre en concurrence les établissements. Et dans le reste de l'actualité, une importante délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, s'est rendue sur le site de gravure rupestre le plus important du pays. Il s'agit du site d'Abourma, situé à Tadjoura, sur le massif de Makarassou de la région de Tadjoura. Ce site d'Abourma recèle un art donc rupestre de la préhistoire. Il livre sur près de 3 km des gravures rupestres, une variété de thèmes qui traduisent les comportements, la stratification sociale et l'organisation d'une vie pastorale disparue. Les parlementaires et les scientifiques d'IRA ont visité donc le site qui comprend environ 930 panneaux gravés repartis sur 1500 mètres sur les falaises à l'ouest d'un oued. Ils représentent principalement des animaux, mais aussi des hommes en action. L'objectif de cette visite était de renforcer la mise en valeur de notre patrimoine archéologique et historique. Aujourd'hui, avec la délégation du Parlement et l'arrivée de la RTD, ce site, je pense qu'il sera beaucoup plus connu du grand public quand les gens vont découvrir, parce que depuis quelques années, ils ont l'habitude de voir que le site du Gobad et d'autres sites. Mais à Boulma, jamais la RTD n'est venue ici pour justement le montrer et présenter le côté exceptionnel, parce que n'oublions pas, Abourma est un site exceptionnel au niveau de toute la République du Djibouti en ce qui concerne les gravures rupestres, et même, comme le disent les gens qui ont travaillé sur le site, dans la Corne de l'Afrique. Bien évidemment, oui, c'est un atout. Ce que nous pouvons faire, c'est essayer de sauver ces sites petit à petit, comme nous avons déjà engagé pour ceux du Gobad, notamment à Haïdelou et Baragoli. Donc nous essayons, selon nos moyens, de préserver ces sites en fonction de nos moyens. Je tiens à remercier les parlementaires et bien sûr le président de l'Assemblée qui est à leur tête et qui nous a toujours soutenus et qui de toute façon est le parrain de l'archéologie depuis quelques années. Et pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a remercié l'Institut de recherche archéologique et historique, l'IRA, pour l'organisation de cette visite qui a permis, entre autres, de découvrir un site de gravure rupestre exceptionnel, une visite destinée à soutenir et encourager l'IRA dont les capacités doivent être renforcées pour accomplir ses missions et préservation et de vulgarisation du patrimoine archéologique et historique du pays. On écoute le président Ahmed. Nous sommes aujourd'hui à Abourma, un site, c'est l'art rupestre, hein. Donc c'est un site exceptionnel et nous avons découvert ce matin, nous avons découvert en fait l'art rupestre, donc un site exceptionnel et ça valait le coup donc, de venir jusqu'ici. Je remercie infiniment donc, cet institut qui a organisé tout ça. Et la présence aujourd'hui proprement dite des parlementaires et de moi-même sur ces sites permettra donc de mettre en valeur déjà les sites et nous voulons maintenant donc, jouer notre rôle auprès de l'exécutif pour sensibiliser les politiques sur la question d'archéologie
Et pour que cette institution, donc l'Institut de recherche archéologique et historique, soit mis en valeur, parce qu'il lui faut des moyens, parce que ces sites, il faudra les préserver, il faudra les protéger. Donc pour cela, il faudra des moyens. Donc l'Institut, au jour d'aujourd'hui, ne dispose pas de ces moyens, selon donc, les discussions que nous avons eues avec le directeur. Et je sais que le président de la République tient beaucoup aussi sur ces sites, d'où aussi mon déplacement, parce qu'il y a une réelle volonté politique pour protéger donc, les sites archéologiques sur l'ensemble du territoire. Et le site à Brouma, c'est un site exceptionnel, mais avec un accès très difficile. Et nous invitons maintenant l'Institut de nous faire une présentation donc, au Parlement, que l'ensemble des parlementaires soient briefés sur cette question, et pour qu'on puisse après donc, nous pousser l'exécutif à mettre en place donc, le moyen nécessaire pour que cette institution fonctionne à part entière et que ces sites et d'autres sites donc, à travers le pays soient préservés. Les visiteurs du site de gravure donc, ont été impressionnés par la densité des gravures étalées sur quelques 3 km avec des messages variés sur la vie humaine et la biodiversité datant de l'époque où ces gravures ont été réalisées. Brouma est un site exceptionnel par plusieurs aspects. D'un point de vue déjà au niveau quantité, il est impressionnant. Nous avons parcouru à pied la distance sur laquelle il y a des gravures. Les thématiques abordées, la première grande thématique, c'est le chien, l'introduction du chien dans les scènes de chasse, avec en compagnie de petits personnages. Ils chassent des antilopes. Et c'est un fait nouveau dans la République de Djibouti et ça pose aussi la question de la domestication du chien. On a retrouvé des scènes de capture de bovinets à l'aide de lasso. Ça aussi, c'est très important. Il y a aussi, en fait, les représentations de bovinets. Il y a des différents styles qui sont représentés. On a le style Dora. C'est en fait une représentation particulière des bovinets qui a été définie à partir du site de Dora. Très récemment, en fait, les caractéristiques sont que les bovinets sont représentés de profil, avec la tête de profil, et tous les membres sont représentés sans les sabots par contre, et les cornes sont vraiment très stylisées, très longues. Et ce communiqué qui nous parvient du tribunal de première instance de Djibouti qui dit, je cite, vu la loi numéro 412 portant code de procédure civile et vu la circulaire numéro 1460 du ministère de l'Intérieur fixant le calendrier des fêtes légales et musulmanes pour l'année 2019, Madame Nima Mohamed Nour, présidente du tribunal de première instance de Djibouti, communique que l'audience de la chambre sociale du mercredi 3 avril est reportée au mardi 9 avril prochain à la salle d'audience numéro 2 à 15 h et l'audience de la chambre correctionnelle des citations directes du mercredi 3 avril est reportée au lundi 8 avril prochain à la salle d'audience numéro 1 à 14 h 30. Fin de citation. Un atelier de formation au profit des jeunes de la collectivité territoriale s'est achevé donc ce week-end à la mairie de la ville de Djibouti. La session de formation a permis au public cible composé d'élus locaux de la capitale et de techniciens de mieux appréhender les défis inhérents. L'événement est venu donc couronner une formation de 2 jours dont les différents modules portaient sur la gestion urbaine, administrative et financière et sociale des sols et espaces publics dans les collectivités territoriales. D'égale importance sont l'exploitation optimale des potentialités locales et la promotion de la bonne gouvernance au service d'une plus grande efficacité et proximité des services publics dans les collectivités territoriales. Les participants désignés pour cette formation sont amenés à rédiger dans leur quotidien professionnel de courrier de notre service, procès-verbaux, comptes rendus, rapports, communiqués de presse, etc. Autant de documents dont les règles et techniques de rédaction diffèrent. La rédaction administrative n'est pas une chose aisée si elle n'est pas enseignée, car l'écriture n'est pas la simple traduction de la parole, mais un langage diffère qui répond à des exigences.
Écoutons à présent les impressions et sentiments des participants à cet atelier. Et nous venons de clôturer ce cours d'une importance capitale. Et je remercie sincèrement les participants au premier titre qui ont démontré une volonté participative sans égale, mais aussi Madame le maire qui nous a fait confiance, mais tout en n'oubliant pas le directeur de l'INAP auquel je remercie personnellement pour avoir recours à notre expertise en tant que fonctionnaire expérimenté. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Au Mozambique, notamment, déjà plus de 1000 personnes contaminées par le choléra et au moins un décès annoncé par les autorités depuis le cyclone tropical Idai. La tempête a frappé de plein fouet Beira, la deuxième ville du Mozambique, et son demi-million d'habitants le 14 mars dernier. Et depuis, les conditions sanitaires restent très mauvaises pour des centaines de milliers de sinistrés. L'OMS a annoncé l'arrivée hier de 900 000 doses de vaccins contre le choléra. Et pour l'Organisation mondiale de la santé et sa directrice Matshudiso Moeti, l'objectif est de venir en aide au gouvernement du Mozambique et d'éviter une saturation de son système de santé. Les autorités du Mozambique se veulent rassurantes et assurent que seule une centaine de patients sont toujours hospitalisés. Et le Royaume-Uni se trouvait dans l'impasse aujourd'hui à 10 jours de sa sortie de l'Union européenne après le rejet hier soir par les députés britanniques de toutes les alternatives proposées à l'accord de Brexit du gouvernement. Après avoir rejeté 3 fois l'accord conclu par la première ministre conservatrice Theresa May avec Bruxelles et voté la semaine dernière contre 8 propositions parlementaires pour tenter de trouver une solution, les élus ont rejeté les nouvelles options d'initiative parlementaire qui leur étaient présentées. Et le Parlement a une nouvelle fois échoué à trouver une majorité claire pour chacune des options présentées, a réagi donc le secrétaire d'État au Brexit, Stéphane Barclay, rappelant que la position légale par défaut est que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne le 12 avril prochain sans accord. Et enfin, donc, en Ukraine, l'envie de renouveau, il est le visage du changement pour de nombreux électeurs, mais cela suffira-t-il pour l'emporter? Et comment expliquer ce vote? Volodymyr Zelensky est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle en Ukraine, dans un pays où les oligarques gardent souvent la mainmise sur les affaires publiques. Le comédien est lui-même proche d'Ihor Kolomoïski, le propriétaire de la chaîne qui diffuse sa série, mais pour beaucoup, il incarne le renouveau. Le second tour s'annonce pourtant compliqué pour Zelensky, qui devra affronter Petro Poroshenko. Les présidents sortants disposent donc d'un réseau plus important que sur le terrain et du soutien des pouvoirs publics, et les électeurs restent partagés. Le souffle du changement suffira-t-il à faire basculer les électeurs? Réponse lors du second tour le 21 avril prochain. Et enfin, franc européen à la tête de l'ONU, la France a passé le flambeau à l'Allemagne pour assurer la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU depuis hier. Une présidence que les deux pays ont décidé de jumeler en siégeant à tour de rôle pour joindre leurs efforts. L'objectif, renforcer la position européenne et défendre les relations multilatérales à contre-courant de la politique isolationniste de Donald Trump. Depuis janvier, l'Union européenne pèse plus lourd au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, puisque l'Allemagne y occupe un siège pour les 2 ans à venir, tout comme 4 autres membres non permanents, dont la Belgique. Mais après 2021, entre le jeu des rotations et la perspective du Brexit, la France devrait devenir la seule voix des 27 à siéger au Conseil de sécurité. Récemment, la CDU, le parti conservateur allemand, a proposé à la France de partager son siège de membre permanent avec Berlin, une idée retoquée par le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui plaidait plutôt en faveur de l'octroi d'un statut identique à l'Allemagne. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.